2 petites minutes dans cette vidéo pour vous parler du sponsor Car Vertical. Car Vertical, c'est quoi? C'est un site internet qui permet tout simplement de faire vérifier votre voiture ou bien un achat de voiture que vous allez faire, ce qui permettra de déterminer si oui ou non le véhicule a eu un passif plutôt douteux. Ça peut être un kilométrage modifié, ça peut être également un accident, ça peut être le fait que le véhicule ait servi de taxi. Et l'avantage de Car Vertical, c'est que ce n'est pas uniquement en France, mais c'est dans le monde entier. Et ça, c'est ce qui fait vraiment sa force. Et vous le savez, j'ai acquis cette Ferrari il n'y a pas très longtemps. Et bien évidemment, quand on fait un achat à plus de 100 000 euros, on n'est pas à un rapport Car Vertical près. Donc oui, moi aussi, j'utilise Car Vertical. Et voici le rapport Car Vertical que j'ai effectué avant d'acheter cette Ferrari. Alors immédiatement, on peut voir qu'il n'y a ni vol, ni problème sur les statuts juridiques, ni dommage, accident sur la voiture. Mais en tout cas, ça m'a permis de pouvoir acheter mon bien automobile avec bonne conscience. A l'inverse, je vous montre tout de suite un rapport Car Vertical qui lui n'a pas eu la même chance puisqu'on voit que le véhicule, malgré ses 23 000 km, a été accidenté et même bien accidenté. La voiture a été totalement détruite, épave. Et imaginez que cette voiture-là reparte dans un pays de l'Est où la main-d'œuvre est moins chère, soit camouflée, remis en service et que la personne qui l'achète n'ait pas de grandes connaissances en mécanique, n'est pas en capacité de détecter que ce véhicule a été accidenté et que tout simplement elle n'a plus la même valeur et pire que ça, elle est dangereuse sur la route, et vous faites tout simplement avoir. Donc les amis, je vous mets les liens de Car Vertical en description de la vidéo. Je rappelle également que vous avez 20% avec le code GLB et nous on continue tout de suite cette vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Westfield. Alors si vous vous souvenez, alors pour moi c'était ce matin, mais pour vous ce sera la semaine d'après. Ce matin on était chez Johan MCR Performance Normandie et souvenez-vous on avait sorti 101 chevaux mais avec un problème de régime maximum qui ne prenait pas les tours. Donc on avait vraiment quelque chose qui cafouillait quelque part. On a cherché avec Johan une corrélation avec ce qu'on aurait pu faire. Et en fait, je vais vous expliquer ma démarche et je crois que j'ai trouvé le problème. En fait, quand on reprend toutes les étapes au banc de puissance, et d'ailleurs, heureusement qu'on l'a fait là, ça m'a permis de me guider, on voit que le problème de régime maximum est arrivé pile quand on a changé l'allumage. Du coup, on s'est dit, ça provient forcément d'un problème sur l'allumage. Alors, je suis rentré, on avait testé les bougies au banc. Je suis rentré, j'ai vérifié mon calage, je me suis dit des fois que c'est bougé, bon, rien. J'ai refait une synchro de carbu, bon, rien. Je me suis dit, je vais remonter la bobine qu'on avait avant, on va voir. Sauf qu'en fait, la bobine, elle fonctionnait avec un ampli et l'ampli fonctionnait obligatoirement avec l'ancien allumage. Il ne peut pas fonctionner avec le nouveau. Donc, du coup, je me dis, bon, nickel, je ne peux pas tester. Du coup, je me dis, bon, je vais revérifier la bobine neuve, mesurer la résistance, etc. Tout est bon. Bon, je dis, putain, c'est bizarre. Je la fais prendre du régime max là et en fait, je vois qu'il y a des perturbations dans le carburateur. Je me dis merde, c'est pas normal. On devrait avoir une belle aspiration avec les Venturi, donc j'ai retiré les mousses pour vraiment voir ce que ça donnait. Et on avait vraiment des perturbations, on voyait le flux de gaz qui arrivait même à remonter sur le carburateur. Donc je me suis dit, ok, en fait, c'est pas du tout un problème d'allumage, on a bien un problème de carburation. Carburation, pas forcément d'AFR, parce qu'on a pu voir ce matin que l'AFR, enfin pour vous du coup dans la précédente vidéo, que l'AFR était bon, mais il y a un problème sur le carburateur qui fait que ça marche pas. Donc du coup j'ai démonté mes caches ici pour faire un réglage de cuve. Alors le problème c'est que le réglage de cuve, il y a 40 notices, les 40 disent des choses différentes. En gros, il y a des notices qui donnent des réglages en fonction... alors, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Toutes les notices des carburateurs ici. J'ai également fouillé sur Internet parce que je ne trouvais pas l'information que je voulais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des cuves, vous avez des réglages en fonction du grammage du flotteur. Et vous avez des réglages en fonction... des véhicules. Alors tout ça c'est pas moi qui choisis. En fait il existe plusieurs types de réglages. Donc du coup je vous avoue que ça m'a un peu paumé. Alors je me suis dit je vais aller dans le réglage qui va dans mon sens. Si elle prend pas de régime et qu'au moment où ça a coupé sur le banc on était pauvre, je me dis peut-être que la cuve n'est pas assez remplie. Et donc
au moment où on fait le tir, on a de l'essence, mais quand on arrive à la fin, il n'y a plus assez d'essence. Et du coup, on n'arrive pas à atteindre le régime maximum. C'était mon hypothèse. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. J'ai fait un réglage de cuve en fonction de la documentation qui définit le réglage en fonction du grammage du flotteur et pas en fonction du véhicule, enfin du moins du moteur. Parce que du coup, je ne sais pas quel prendre. Et en gros, selon un réglage, il n'était pas assez bas et selon l'autre réglage, il était trop bas. Alors du coup, je me suis dit, faut faire un choix. On va essayer comme ça. On accède à la cuve ici. Voilà, je vous montre en 2-2. Et le réglage du flotteur se fait ici. Donc en gros, pour régler le flotteur, hop, on le met flotteur comme ça, verticalement, et on vient mesurer entre le plan de joint avec son joint et le flotteur la distance. Ce qui va tout simplement définir le remplissage de la cuve du carburateur. Et cette cuve-là va déterminer un fonctionnement sur tous les gicleurs qu'il y a dedans. Donc ça, c'est ce que je me suis occupé de faire. J'ai fait un réglage du coup avec un hauteur de cuve plus important, donc avec plus d'essence dans la cuve, selon l'une des deux techniques de réglage, parce que je rappelle que du coup il y en a deux. J'avais une chance sur deux que ça marche. Voilà. Je remonte tout ça sur la voiture et bon, du coup, ça m'a permis aussi déjà de voir que l'intérieur du carburateur est super propre. Donc déjà, ça c'est plutôt un bon point. J'en ai profité, j'ai démonté les gicleurs à chaque fois dedans et tout pour vous regarder. Les intérieurs de carburateur sont très très propres. Donc, c'est pas un encrassement. Et surtout, ça m'a permis de pouvoir redémarrer le véhicule et de voir qu'absolument rien n'avait changé. Pourtant, j'ai changé drastiquement le réglage, mais absolument rien n'a changé. Alors j'en ai profité pour pouvoir vérifier quelques petites choses et c'est là où vous allez comprendre pourquoi j'en suis arrivé à tout démonter. Alors attention à ne pas filmer de face. Quand vous mettez gaz sur les carburateurs là, vous avez ce qu'on appelle des gicleurs de reprise. Vous voyez, ça sert à ça. Vous voyez le petit jet de carburant qui gicle? Ça, c'est un gicleur de reprise. C'est-à-dire que quand on met gaz, en fait, on va venir injecter une grosse quantité de carburant pour aider le moteur à repartir. Et du coup, ça m'a permis déjà de pouvoir les tester. Je me suis dit, ok, est-ce que les 4 ont le même jet? Les 4 ont le même jet. Bon, finalement, mon carburateur, il marche bien. Les joints sont propres. Les seuls joints qui étaient un peu détériorés, on les avait changés, c'était ceux-là. La pompe fonctionne bien. Les gicleurs de reprise fonctionnent bien. Il n'y a pas de crasse dedans. Bon, qu'est-ce que ça peut être? Du coup, je viens repositionner mon carburateur. Et au moment de repositionner mon carburateur ici, je me dis, mais dans la vidéo, on a changé l'allumage. Il a fallu que je démonte le carburateur pour pouvoir démonter l'allumeur. Donc je me suis dit, en fait, dans cette vidéo-là, depuis que ça déconne, on n'a pas fait que l'allumage. On a aussi démonté le carburateur. Donc de là, je me dis, ok, j'ai une petite idée. Donc je remets mes carburateurs dessus et j'actionne le papillon pour balancer de l'essence. Et là, qu'est-ce que je vois? Une petite goutte d'essence qui coule par là, une petite goutte d'essence qui coule par là, une petite goutte d'essence qui coule par là et par là. Bref, sur les 4 carburateurs, j'avais une petite goutte d'essence qui coulait. Bon, vous doutez bien que si la goutte d'essence elle coule, c'est clair, elle passe. Donc, j'ai démonté mes 2 carburateurs, j'ai démonté les joints et je crois qu'on touche le problème à la source. Alors, pour vous montrer un petit peu pourquoi je ne l'ai pas vu avant, c'est que là, quand vous prenez les joints comme ça, les joints, ils n'ont aucun problème. Ils sont en parfait état. Mais c'est parce que j'ai vu que ça fuyait que je me suis dit, il y a une couille dans le pâté sur les joints, c'est qu'il y a un problème d'étanchéité. Ce qui expliquerait le pchit, pchit, pchit que j'ai dès que je mets un petit peu de gaz et que je le maintiens. Parce que finalement, mon régime, il est bien réglé. Ma flamme, elle est bien bleue, on a pu le voir dans les précédentes vidéos. Mais il suffit que de temps en temps, j'ai un petit peu d'air qui arrive à passer avec la dépression dans les collecteurs. Et j'ai par moment un mélange un petit peu pauvre, d'où le fameux pchit pchit et la flamme blanche de bleu qui passe à blanc. Tout pouvait, entre guillemets, avoir une coïncidence. Et quand on était sur le banc de puissance, qu'est-ce qu'on voit? On n'atteint pas le régime maximum. Et au moment où on atteint le régime max, on a un truc chelou au banc, on a riche, pauvre. Et donc je me dis peut-être qu'à un certain moment, un certain nombre de tours minutes, la dépression est tellement grande
dans le collecteur, qu'on augmente la fuite et du coup on fait pauvre et elle prend plus les tours. Donc ça c'est mon hypothèse, on verra. Donc du coup, une fois que je me suis aperçu que l'essence coulait, j'ai démonté mes joints et je me suis dit comment ça peut couler alors que mon serrage il est correct. Bon bah vous allez vite comprendre. En fait le joint il est autour d'une plaque métallique et c'est un joint à lèvres qui vient se mettre dedans et qui est riflé dessus. Et du coup, sur ce joint, en fait au niveau du riftage, ça le coupe. Voilà dans l'état où sont les joints. Donc là, tout le long. Donc quand vous le prenez comme ça, bah, il est nickel, le caoutchouc n'est même pas usé, sauf que quand vous le prenez comme ça, le joint est totalement défoncé. Donc forcément, il n'est pas étanche. Si le carburant coule, l'air passe. Donc, un mort. Je prends celui-ci. Il n'est pas trop mal, mais il est craquelé, voilà, ici. Là, on voit bien, il est craquelé là. Donc celui-là était encore pas trop mal. Celui-ci, il est éventré pareil que l'autre, vous voyez. Voilà, pile sur la coupelle à l'intérieur. Et celui-ci, pareil. Donc on en a deux qui étaient extrêmement abîmés et deux qui étaient faiblement abîmés. Mais du coup, les quatre laissaient quand même passer plus ou moins de carburant quand j'ai actionné ce fameux gicleur de reprise. Et donc de là, je me suis dit, ok, je crois que j'ai trouvé la panne. Donc les amis, bah, j'ai tout simplement 4 joints qui doivent arriver par la poste. Donc là, on va mettre ça en stand-by. Je ne vous ai pas filmé tout ça, je vous filme, parce qu'à la base, je n'étais pas prévu pour faire une vidéo. Je me suis dit, ça me rend dingue, il faut que je trouve pourquoi il y a une couille dans le pâté sur ce moteur-là. Autant des fois, on est sur des injections électroniques. On se dit, bon, peut-être que la reprog, machin, il y a peut-être un problème, un capteur qui fait chier. Là, on est sur quelque chose d'ultra mécanique. Donc en fait, c'est forcément quelque chose de visuel qui ne marche pas. Soit il y avait une couille dans le carburateur, soit il y avait une couille dans l'allumage. Bon, il n'y a pas 50 solutions. Donc du coup, j'ai profité, j'ai refait des réglages du carbu, j'ai vérifié les carburateurs, rien. Et c'est là où, quand j'ai croisé un petit peu les actions qu'on a faites le fameux jour où tout a déraillé, que je suis tombé sur ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vu que la voiture est à l'arrêt pendant une semaine, le temps de recevoir les joints. Alors, non, la vérité, c'est que dans 4 jours, c'est le rassemblement GLB. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir l'exposer. Sauf que là, tu vois, j'ai le carburateur dans la main et j'ai les joints qui sont morts. Donc, je ne vais pas remonter pour rien. Donc, du coup, j'ai commandé des plaquettes de joints papier pour fabriquer des joints papier. Parce qu'en fait, d'origine, ici, c'est un joint papier qui vient. Et pour des prépas, en fait, pour le monter un peu plus souple, ils mettent des joints comme ça. Ce qui permet d'avoir un montage plus souple au niveau du collecteur et du carburateur. Et pour les préparations, c'est mieux. Donc du coup, j'ai commandé 4 joints comme ça pour un montage définitif. Mais j'ai commandé surtout des feuilles pour fabriquer les joints. Comme ça, je vais fabriquer mon joint. Je vais pouvoir remonter, vérifier que c'était déjà bien ça le problème. Je vais pouvoir l'exposer pour le rasso. Et du coup, si c'était le problème, on montera définitivement avec des joints tout neufs. Donc en attendant, moi je vais leur faire un petit bain d'ultrasons. Non pas parce qu'ils sont dégueulasses, parce que vous avez pu constater, on l'a constaté quand on l'a démonté. Ils sont très bien, mais je me dis si ça peut leur donner un petit coup de brillance sur l'extérieur, ce sera qu'un plus quand on va remonter. Donc les amis, on se retrouve tout de suite pour mettre tout ça dans un bac à ultrasons. Et puis on se retrouvera plus tard dans la vidéo pour fabriquer des joints. Allez, à tout de suite. Alors vous avez pu voir qu'entre temps, on a rajouté une colonne sur l'établi. Parce qu'on a démarré la vidéo, il n'y avait pas de colonne. On finit la vidéo, il y a une colonne. Parce qu'on manquait un petit peu de place pour ranger tous les coffrets d'outils. Au remontage, j'en profiterai pour changer les joints. Chez les petits joints toriques, j'ai tout ça en stock. Alors, il n'y a que ce petit joint là qui sera changé par la suite. Ici. Parce que je ne l'ai pas en stock, je l'ai commandé mais il n'est pas arrivé. Et d'ailleurs, regardez, hop. Voilà, il est grand temps de le changer. Ça c'est un joint de cuve donc c'est pas trop problématique. Bon là c'est neuf, hein. Tout ça c'est neuf. Bon, on va quand même tout passer au ultrason. L'idée c'est quitte à attendre les joints, enfin les feuilles de joint pour refaire, autant en profiter pour nettoyer. Vous voyez, franchement il est super propre, hein. Je le nettoie vraiment pour me donner bonne conscience. Mais c'est très propre. Donc là dans la machine je vais utiliser le nouveau nettoyant. Machine ultrason qu'on a testé, il est carrément génial. Alors il se dilue
entre 2 à 5%. Il est hyper efficace, il est bien plus efficace que celui de HP Chimie qu'on avait testé au préalable. Donc ça, c'est le nouveau qui est sur la boutique. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien en description. Mais vraiment, par rapport à l'ancien, en fait, il est plus cher au bidon, mais vu que tu en utilises moins, le dosage est inférieur, en fait, il est moins cher que l'ancien. Donc voilà, je préfère le préciser parce que certains vont dire « Ah, mais il est plus cher ». Non, il n'est pas plus cher. Il est plus cher au bidon, mais pas à l'utilisation. Ah, puis je peux te dire que là, le flacon, il est bien, tu vois. Oh merde! Donc là, les tests qu'on avait fait de ce produit-là, pour ceux qui ont vu la vidéo des meilleurs produits machines à ultrasons, en 2023, on avait mis 1 litre de produit pour 30 litres d'eau. Là, j'ai 15 litres d'eau, ça ne me sert à rien de mettre plus, vu que j'ai que les carbus à faire. Donc 15 litres, je vais mettre un demi-litre de produit. Donc là, hop, je mets un demi-litre. On va tout mettre dedans et hop, un petit coup de propre. Il faut que j'aille tout doucement, que ça ne se mélange pas. Ah, le problème, c'est que j'ai des flotteurs, donc vous vous doutez bien que les flotteurs, bah, ça flotte. Et là, on part pour un bain de 15 minutes, donc c'est parti. Bon, donc là, notre bain, il est fini. Comme à chaque fois sur un bain ultrason, il faut aller stopper l'action du produit en rinçant. Okay. Bon, donc là, je rince tout. Voilà. Alors, le fait de rincer, ça sert vraiment à désactiver le produit. Mais il y a certains matériaux où, en fait, vous avez pu voir qu'on a sorti de la machine à ultrasons, ça noircit un petit peu. Alors, en l'occurrence, comme le carburateur, tac. Vous avez pu voir que quand on l'a sorti de la machine, il était noir. En fait, c'est la matière qui dégage quelque chose qui reste en surface dessus. Donc, il faut bien le rincer. Vous prenez un petit pinceau comme ça. Vous brossez en même temps que vous rincez votre pièce. Et vous voyez, après, la pièce, elle est beaucoup plus propre qu'avant. On a l'avant, l'après. Mais quand on l'a sorti, il était vraiment noir. Bah, ça, c'est la matière qui fait ça. Voilà, je ne suis pas chimiste, je ne pourrais pas vous expliquer. Ce qu'il faut, c'est pas le laisser sécher. Parce qu'une fois que vous avez laissé sécher, la crasse qui est en surface va s'incruster dans le métal, il faudra renettoyer. Mais si vous, immédiatement, vous le rincez et avec un pinceau, comme j'ai fait là, vous le nettoyez, bah vous voyez que l'avant, après, il est quand même plus joli. Si on prend le bac, c'est pareil. Avant, après, ça n'a rien à voir. Et à l'inverse, hop là, je perds le petit U. Et à l'inverse, vous prenez des pièces dont il n'y a pas cette réaction, vous voyez le après et le avant, ça n'a rien à voir. Là, on a vraiment une pièce qui est nickel du premier coup. Voilà, me demandez pas pourquoi la crasse se colle sur certaines matières. Là, je suis pas expert chimiste, je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est tout beau, tout propre. Donc maintenant, j'ai plus qu'à remonter et à faire l'autre. Bon, donc maintenant, on réassemble notre carburateur. Voilà. Notre carburateur, il est tout beau, tout nettoyé. Bon, il n'avait pas forcément besoin d'un gros nettoyage, mais au moins il est nettoyé. On changera le petit joint de cuve que je vais recevoir plus tard, donc je ne vais pas vous faire une vidéo là-dessus. Hein. On va juste le changer. J'ai mis juste un petit raccord de pâte à joint sur la jonction coupée pour finir cette vidéo-là. Le reste, j'avais tous les joints disponibles, donc je les ai changés. Je fais exactement la même chose sur l'autre et on se retrouve pour fabriquer les joints pour le carburateur. Bon les amis, j'ai reçu mes feuilles de joints, donc ce qui va me permettre de pouvoir créer des joints, ce que je suis actuellement en train de faire. Donc là j'en ai déjà créé deux, il y en a un qui est sur la voiture, pour vous donner un ordre d'idée, ça ressemble à ça. Donc je pars d'un joint comme ça, j'arrive à un joint comme ça. Alors de base, les carburateurs sont montés avec des joints comme ça. Bon, un petit peu plus jolis que les miens, même s'ils ne sont pas si moches que ça. Mais quand on fait une préparation, on monte sur des joints plus épais, pour éviter que le carburateur soit trop au contact du collecteur, d'une pour limiter les vibrations et de deux pour limiter la montée en température du carburateur. Mais comme je vous l'ai dit, ça c'est plus d'une semaine de délai et j'ai besoin de rouler, donc du coup on va faire avec ça. Donc comment je fais? C'est très simple, hein, vous pouvez vous acheter des feuilles comme ça. Alors ça c'est
Les feuilles comme ça, c'est un truc à avoir tout le temps à la maison parce que ça dépanne bien quand on a un joint qui pète. On prend l'ancien joint, on vient le reproduire comme le patron qu'on avait fait pour le capot, souvenez-vous. Donc là, c'est pareil, on refait le gabarit avec l'ancien. On reprend toutes les côtes, intérieur, extérieur. Voilà. Maintenant qu'on a le gabarit, bah là c'est un petit peu un jeu de patience. On prend une bonne lame, on détourne. Alors quand je fais ça, c'est toujours le risque que la lame ripe. Donc je sors jamais trop la lame, comme ça je peux me guérir avec un bout de chatterton. Ça évite d'aller se faire chier à se faire recoudre. Chatterton ça marche bien pour l'électricité, mais c'est génial pour les coupures. Hop. Donc là après ça se casse relativement facilement, voilà. Tac. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le joint c'est très très cassant. Plus il va être épais, donc là en l'occurrence c'est le plus épais, c'est du 1 mm, plus il va avoir tendance à se casser facilement. Donc si on voit que c'est un petit peu dur, hop on repasse un petit coup de lame. Faut surtout pas tenter de le déchirer bêtement. Sinon on recommence le boulot. Voilà. Tac. Alors je vous conseille de faire ça sur un petit bout de bois comme je le fais actuellement. Parce que l'avantage du bout de bois c'est que c'est un peu mou. Et du coup la lame du cutter, elle rentre bien dans la feuille de joint. Voilà. Après on prend un petit fourret au bon diamètre. Et maintenant, on termine de peaufiner ce petit joint. Et vous aurez appris à fabriquer des joints. Alors ça, à l'époque, ça se faisait beaucoup, hein, la fabrication de joints comme ça. On trouvait des feuilles de joints comme ça, on en trouvait dans tous les magasins voitures. Vous allez chez Noroto, vous en trouviez. Et puis bah, maintenant, c'est introuvable. Voilà. Parce que maintenant, les gens ils veulent plus se faire chier à fabriquer, ils veulent acheter du tout cru. Et du coup, bah, on trouve plus rien. Les petites techniques comme ça à l'ancienne, ça permet de des fois bien se dépatouiller. Un joint de pompe à eau, un machin. Allez, je fais le dernier et on se retrouve pour mettre tout ça sur la voiture. Donc là maintenant on insère les joints qu'on vient de fabriquer en vérifiant bien que ça ne vient pas sur l'intérieur du conduit. Voilà, là on est bien à l'extérieur, à l'extérieur. Si on voit qu'on en a un qui vient obstruer le conduit, bah, il faut le retailler. Parce que sinon on va perturber le flux de gaz. Là, on est bon. Et le dernier. Ah, celui-là par exemple, il vient gêner un peu. Donc celui-là, il faut que je le retaille. Voilà, et là, ça ne gêne plus. Donc maintenant, on repose nos carburateurs. Alors, on repose nos carbus qui sont tout propres. Normalement, on vérifie, mais tout devrait y aller correctement. Allez. Bon, maintenant qu'on a reposé nos carburateurs, on remet notre durite de carburant. Tac. On remet l'arrivée des carburants.
Maintenant, on va pouvoir mettre en route la pompe de gavage. Donc là, bien évidemment, je repars pour une synchro de carbu. Hein. Vu que j'ai touché les carburateurs, il faudra obligatoirement que je refasse une synchro. Donc ça, je vais vous passer ça dans cette vidéo-là. Ça sert à rien de vous alourdir avec la synchro, vous l'avez déjà vu. Je vous ai déjà montré comment on fait. Je vous mets le lien de la précédente vidéo en commentaire de cette vidéo si vous voulez voir une synchro de carbu. Mais là, en l'occurrence, ça va démarrer. Donc, les clés. Donc on met la pompe de gavage en route. On entend les carbus qui se remplissent. Ok. Les carbus sont pleins. Donc là, je mets 3 pissettes. Et normalement, ça devrait démarrer. Eh bien écoutez, moi je vais régler ma synchro et on se retrouve pour aller faire un petit essai routier pour voir si c'est mieux ou pas. Bon les amis, ça y est, on se retrouve toujours sur notre problème de régime moteur. Je pensais que ça venait des joints de carburateur qu'on a réparés juste avant, mais j'ai été roulé, j'avais toujours exactement le même symptôme. Entre 5005 et on va dire 5900 tours, la voiture prend pas les tours et ratatouille complet, de manière aléatoire. Des fois c'est 5008, des fois c'est 5005, je ne sais pas. Et j'ai trouvé, en fait c'était totalement con au niveau de l'allumeur. Les câbles n'ont pas le câble, alors je sais pas si vous allez bien m'entendre, je vais pas rouler trop vite, mais je parle pas du câble qui va de la bobine à l'allumeur, je parle des câbles d'alimentation 12 volts de l'allumeur. Les câbles d'alimentation 12 volts de l'allumeur passaient trop proche du faisceau de câble de la tête de Delco, et donc ça me mettait tout simplement je dirais un champ magnétique, je ne sais pas trop comment l'expliquer, et aléatoirement ça buguait. Et en fait j'arrivais à faire bugger le moteur quand je lui mettais pleine charge, même dans le vide, si vraiment je lui mettais trop de charge d'un coup. Et en déplaçant mes fils, je me suis aperçu que j'avais pas le problème. Donc là j'ai fait contourner mes fils 12 volts de la tête de Delco, donc de la tête d'allumeur de notre allumeur, et au ralenti ça fonctionne. Donc là je pense l'avoir trouvé, on fait chauffer le moteur et on regarde si cette fois-ci ça prend nos 6500 tours sans déconner. Alors comme on l'a dit, hein, ça n'influencera pas la puissance de la voiture puisque de toute façon elle arrive sur son plateau, mais c'est pénible parce qu'elle prend jamais le même nombre de tours et que ça déconne à chaque fois entre 5500 et 6000. Des fois à 5540 on a des ratés, ça pétarade, ça fait vraiment un truc dégueulasse. Donc ça marchait pas correctement. Donc là on va voir si ce problème là est résolu. On va sortir du village tranquillement et on va aller, il y a un petit bout de déviation là-bas. On va se mettre en deux et on va regarder le compte tour, mais je suis plutôt confiant. Bon là on va arriver sur la déviation, je vais pousser la 2 en pleine charge pour voir si ça prend bien le rupteur. Alors hop, c'est parti. On reste en deux. Que jusqu'à 6500 tours, c'est hyper fluide. Donc là, on n'a vraiment plus de problème. Donc les amis, on a résolu notre problème. C'était pas simple. Petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu kiffes comme ça, abonne-toi, mets la petite cloche.